Donc, je vous propose après ce sujet et cette restitution de la table ronde, d'avoir le point de vue de la Haute Autorité de Santé avec Madame Adenau. Vous présidez la CNEDIMS, qui est la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et technologies de santé. Vous pouvez venir depuis 2 ans à la Haute Autorité de Santé. Vous avez participé à la table ronde qui vient. Alors, c'est comme vous voulez, soit comme vous êtes toute seule intervenir. Vous vous êtes saisi du sujet de l'intelligence artificielle au sein de la Haute Autorité de Santé et vous avez commencé par l'édition d'un guide pour l'évaluation des DM connectés. Donc, je vous laisse la parole. Soit vous parlez là-dedans, soit vous préférez si c'est plus accessible. Vous m'entendez bien ? Comme ça, très bien. Merci infiniment en tout cas pour cette opportunité de présentation et d'entrée de jeu. Merci à certains d'entre vous dans la salle qui peut-être ont été contributeurs, donc justement à ce fameux guide dont on va parler, soit dans les groupes de travail, soit en relecture. Alors, je confirme tout à fait que ce que les intervenants précédents ont dit en matière de santé, les technologies vont aller à la vitesse grand V pour un grand changement. Et moi, j'ai pour habitude, en interne à la Haute Autorité de Santé, de parler d'un tsunami dans l'angle mort. Parce qu'en fait, on en parle, mais on ne se rend pas compte réellement de ce qui va arriver. Et ce qui va arriver et va imposer des changements excessivement rapides. Donc, il faut vraiment s'y préparer. Alors, je vais prendre 2 casquettes, si je peux dire, c'est-à-dire, premièrement, celui de la CNEDIMS, de la présidence de la CNEDIMS, donc des dispositifs médicaux, de leur évaluation, et puis plus globalement, au titre de membre du Collège de la Haute Autorité de Santé, cette fois-ci, donc pour un autre type de logiciel. On va ouvrir carrément le débat. En fait, la préoccupation que nous avions au niveau de la CNEDIMS, et j'ai vraiment beaucoup apprécié de pouvoir travailler aux ateliers de juin sur ce sujet avec des personnes dont ça a été très riche de pouvoir échanger. Donc, c'est qu'on avait de plus en plus de dispositifs médicaux connectés. Donc, ça, on ne les compte même plus. On a fait avec ce guide un rapport, comme toujours à l'HAS, pour savoir comment on élabore. Et en fait, il y a plus de 3 pages d'exemples de dispositifs médicaux connectés que depuis belle lurette, on évalue à la CNEDIMS. Donc, la question n'était pas les dispositifs médicaux connectés, mais la question, c'était ceux qui pouvaient intégrer un système expert de données avec intelligence artificielle. Du coup, au jour d'aujourd'hui, on en a évalué 0. Et on nous avait dit qu'on en aurait pour le mois de décembre. Et en fait, il s'avère, dans le domaine de l'oncologie, que c'était pas du tout un algorithme avec intelligence artificielle, mais un algorithme décisionnel, habituel, classique, donc ne posant pas de problème particulier. En revanche, ce coup-ci, on a un dossier, ça y est, maintenant, avec un vrai système expert avec intelligence artificielle. Donc du coup, la question qu'on se posait, c'était comment on va faire pour pouvoir évaluer ce type de dispositif et est-ce qu'il y a une méthodologie particulière, donc avec une réflexion. Et en fait, au bout du bout, le guide l'indique, il n'y a pas de méthodologie particulière. Le type d'étude est évidemment classique, il y en a tout plein, et on les retrouve dans le guide méthodologique général que nous avons sur la méthodologie. En revanche, l'évaluation n'est forcément pas identique, parce que qui dit dispositif médical connecté dit un type d'évaluation complètement différent. Donc la première surprise, avant de venir au détail, c'est que on a interrogé toutes les HTA équivalentes, États-Unis, Europe, Asie, etc. Et en fait, personne n'a travaillé sur le sujet. C'était la première surprise, c'est-à-dire qu'il existait nulle part quelque chose. Donc vous retrouverez tout ça dans le rapport. Et donc on a regardé ce que faisait le NICE, ce que faisait la FDA, etc. Mais c'est plus versus marquage CE. Et non pas évaluation HTA comme au sens HAS du terme. Donc du coup, nos travaux sont évidemment traduits en anglais et nous sommes demandés un petit peu partout pour pouvoir en parler, et avec beaucoup d'humilité, forcément, parce que ce guide va totalement changer au fur et à mesure des avancées, parce que évidemment, il va y avoir de plus en plus de choses qui concernent l'évaluation l'auto-évaluation de l'intelligence artificielle.
Donc, en gros, ce que l'on est en train de dire, parce que ce que l'on voulait, c'était ne pas freiner l'innovation utile, c'est-à-dire que si des industriels ont des dispositifs médicaux connectés avec IA, soit dans la tête, soit prêts d'accéder au marché remboursé, donc par définition, il était important que nous, on soit prêts pour ne pas freiner l'accès aux patients. Alors, première des choses, c'est qu'une grosse partie du document est bien pour parler du confetti que nous voyons en évaluation. Parce que je parle bien d'un confetti, en fait. Là, dans ce guide-là, on ne parle que des dispositifs médicaux connectés évalués par la CNEDIM, c'est-à-dire ceux qui sont à usage individuel pour un patient, même si un médecin est dans les télésurveillances, par exemple, ou des professionnels de santé sont connectés avec, bien évidemment. Mais c'est avec un objectif individuel, évidemment, marqué CE, donc avec une finalité médicale, etc., etc. Donc on ne s'adresse pas du tout à là où est aujourd'hui, beaucoup plus, comme ça vient d'être dit, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire dans le domaine des professionnels, des outils d'aide à la décision, d'aide au diagnostic, etc. Pour ces dispositifs-là, les critères d'évaluation de la CNEDIM se sont indiqués dans le Code de la sécurité sociale, et donc c'est toujours la même chose, que ce soit connecté, pas connecté, avec intelligence ou sans intelligence artificielle. Donc on donne toujours des services attendus suffisants ou insuffisants, et on vise toujours des questions d'amélioration du service attendu, avec plusieurs niveaux. Donc tous les critères ne changent pas, mais déjà le code est tellement ouvert que finalement on a largement de quoi se retrouver. Donc ce que l'on voulait mettre en exergue, c'est d'abord qu'on est confronté à une évolution très rapide technologique, c'est comme nos téléphones, ça change dans les versions, et que donc on se retrouve avec des études cliniques qui parfois parlent d'un dispositif, traitent d'un dispositif, sauf que celui qui nous est présenté, c'est déjà la version N+1, N+2, N+3, etc. Donc on attire l'attention des industriels, ça ne nous pose pas de problème, mais s'ils anticipent la chose, c'est quand même beaucoup plus facile pour ça, si les données cliniques qu'ils ont sur la version 1 peuvent être applicables sur la version 2, la version 3, etc. Ce qui est parfois le cas, ou en tout cas ça se fait. Deuxième chose, c'est la place du dispositif dans l'organisation de la santé. Il faut bien que l'industriel, à un moment donné, réfléchisse bien à ça. C'est essentiel parce que du coup, ça peut avoir un impact énorme, parfois pas sur le patient lui-même, au sens une amélioration pour le patient lui-même, au sens bénéfique du terme, mais par contre, ça a un impact sur l'organisation et finalement, par effet rebond, ça aura un impact évidemment sur le patient, mais c'est au sens organisationnel qu'il peut y avoir une vraie avancée là aussi. Donc du coup, avec toutes ces données-là, ce que l'on a fait dans ce guide, c'est qu'on a séparé les dispositifs médicaux connectés et ceux qui ont ou non un système expert de décision avec intelligence artificielle et avec, ce qu'on est tout à fait d'accord, pour l'instant, on ne voit venir que des choses supervisées, donc quelque part c'est entraîné par l'homme, qualifié par l'homme, et non pas du non supervisé. Toute la question, c'est une question de confiance. Parce que si quelque chose est remboursé, parce que la CNEDIM, ça sert à ça, un accès au marché remboursé. Le patient qui, par exemple, va avoir quelque chose qui va lui-même injecter de l'insuline, derrière, il y a quand même un décès à la clé. Donc, ça veut dire que le patient, il va quand même simplement avoir besoin d'avoir une totale confiance dans le dispositif, d'où, du coup, forcément, la question de l'évaluation qui est essentielle. Donc, pour être rapide, puisque je voudrais aborder aussi un autre sujet, sur les logiciels de manière plus générale. On a fait une sorte d'arbre décisionnel donc pour les industriels, pour qu'ils sachent comment faire leur développement clinique, avec qu'est-ce qu'ils visent exactement. Donc, où il y a un bénéfice individuel pour le patient, où il n'y en a pas. Donc, c'est-à-dire où il fait comme les petits frères, qu'ils soient connectés ou non, mais finalement, ça fait comme les petits frères. Mais par contre, ça a une supériorité évidente en matière de qualité de vie
ou en matière, parce qu'il n'y a pas de déplacement par exemple, puisque le but c'est ça, dans le connecté, ou sur l'organisation des soins, un meilleur suivi, par exemple. En cardiologie, on en voit évidemment beaucoup. Ou bien alors, ce qui est vraiment visé, c'est le bénéfice donc directement individuel. Et donc, en fonction, on propose à l'industriel différents développements cliniques. Alors, pour l'intelligence artificielle, forcément, ça nous pose un problème, parce que le concept intellectuel que nous avons dans l'évaluation, c'est on évalue quelque chose qui nous est présenté à un moment T donné, et il est mis sur le marché comme il est évalué, et puis après, c'est une autre version, et qui sera, elle aussi, réévaluée, etc., etc. Or, là, par définition, ça change et ça évolue, puisque c'est apprenant. Donc, forcément, le paradigme de pensée était donc différent. Donc, déjà, la première des choses, c'est que, et nous l'affirmons, nous ne sommes pas des mathématiciens à la Haute Autorité de Santé. Nous n'en avons ni les capacités ni la volonté. Les choses sont très claires. Nous, ce que l'on fait, c'est une évaluation clinique. Donc, entre guillemets, la boîte noire au milieu, nous, on ne va pas aller regarder à ouvrir le capot pour savoir comment ça a été fait. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est le résultat. Sauf que le résultat dépend des données d'entrée, bien évidemment, des données d'apprentissage, des données de test, puisque c'est tout aussi important, et c'est ces points-là que l'on voit. Donc, en gros, il y a une partie qui est faite par le marquage CE, parce que le marquage CE dans son nouveau règlement, et donc le guide part évidemment sur le nouveau règlement, on ne va pas partir sur l'actuelle directive. Il y a des questions de performance, de robustesse, de tout ça et de suivi dans le temps. Donc tout ça, nous, on ne s'en occupe pas. C'est déjà fait par le marquage CE, on n'a pas à le faire. En revanche, c'est l'évaluation clinique dont on a besoin. Donc on va demander dans les dossiers, et donc on affiche clairement ce que l'on va demander aux industriels dans les dossiers, et on regardera bien les résultats cliniques, bien évidemment. Et la deuxième chose, c'est que comme ça bouge dans le temps, eh bien, on pourra tout à fait demander des études post-inscription ou des études en vie réelle. Voilà. Donc on est en capacité aujourd'hui d'évaluer ces dispositifs, du moins on s'en sent en capacité. Comme je l'ai dit, le mot confiance est absolument essentiel, et je sais que dans le monde entier, au niveau européen également, de plus en plus il y a des travaux pour des chartes, des normes diverses et variées, et en fait même pour développer des sortes d'algorithmes de justification, c'est-à-dire ne pas ouvrir la boîte noire, mais de pouvoir avoir cet algorithme de justification pour donner confiance. Donc les choses vont forcément bouger, mais déjà aujourd'hui, nous sommes prêts. Après, en matière de protection de données, parce que c'est un souci aussi pour nous, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de traiter, évidemment, nous ne sommes pas à la CNIL. Donc, comme il y a le marquage CE, qui est un prérequis pour pouvoir déposer un dossier au niveau de la CNEDIMS, la question de la protection des données, personne comprendrait qu'on puisse donner un avis suffisant à quelque chose qui ne respecte pas la protection des données. Toutefois, ça n'est pas notre travail. Nous ne sommes pas la CNIL, on n'a d'ailleurs aucun moyen d'investigation, puis comme tout à l'heure, pour les mathématiciens, nous n'avons pas à le faire. Donc du coup, on l'affiche carrément aussi. Si on a des suspicions légitimes, on a des choses importantes à relever au gré du dossier, donc on contactera la CNIL et on avertira la CNIL qu'il y a quelque chose qui nous semble curieux, et donc il faut qu'elle aille voir. Parce que je vous rappelle qu'en matière de protection des données, il y a deux sujets. Il y a le RGPD, donc conforme ou non au RGPD, et puis on a un bout vraiment particulier qui pose plus de difficultés, parce que c'est franco-français, c'est la question de l'hébergement des données. Et comme ce sont des sociétés que l'on voit qui sont des sociétés pas forcément évidemment françaises, par définition, ça peut susciter quelques questions. Alors, pour ouvrir le débat plus largement maintenant, à l'HAS, on a une réflexion, j'allais dire plus large, qui aujourd'hui est à l'état de réflexion, mais maintenant de réflexion très avancée. Et donc, très probablement, nous allons prendre une position très prochainement, et peut-être au gré de la loi santé. L'intelligence artificielle, on la trouve beaucoup plus pour l'instant, puisque c'est là qu'il y a le maximum de données. Qui dit intelligence artificielle dit forcément données. Et donc la question, c'est pour tous les logiciels qui sont utilisés par les professionnels.
Donc ça n'a rien à voir avec les dispositifs dont je viens de parler. Et quelque part, il y a quand même quelque chose qui est curieux dans le système de santé français, enfin qui nous apparaît un petit peu curieux, et en tout cas à moi, et je vais parler en mon nom personnel, puisqu'il n'y a pas encore de décision du collège. Donc c'est donc à titre personnel que je vous parle là, même si vous avez compris que les choses évoluent très vite en ce moment. C'est que quelque part, on a un système de santé qui est basé aujourd'hui, très logiquement, sur des choses. Alors le mot « chose », il est très vaste. Il peut être un établissement de santé, une structure, etc. Ou des produits, un médicament, un dispositif médical, tout ce que vous voulez, etc. Et puis sur des personnes, et les personnes, donc tous les professionnels de santé. Alors déjà, à titre personnel, je pense que tout ça va complètement exploser, parce qu'on voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, la chose, on vient de parler d'un dispositif médical ou un logiciel, et ben à un moment donné, elle fait un acte, ou elle aide à faire un acte. Donc on voit bien que tout ça va se mélanger, et que notre organisation en silo, à la fois de l'évaluation et à la fois d'ailleurs du financement, va totalement exploser. Et le code de la sécurité sociale ou santé publique, je pense, devrait être complètement modifié sur certains points. Ça, c'est une opinion totalement personnelle, parce que les frontières sont en train d'éclater. Et donc, du coup, dans l'organisation, telle que je vous disais, les choses sont soit certifiées, autorisées, enfin, diverses et variées, ou les personnes sont diplômés, il y a un DPC obligatoire, etc., etc. Et puis, il y a tout un pan, tous ces logiciels d'aide à la décision qui arrivent, d'aide au diagnostic, qui est vide. Et à la limite extrême, si moi j'ai envie de faire ce que je serais bien incapable de faire, mais quelque chose, et puis que si je suis tout petit peu doué en marketing, je peux aller devant n'importe quel établissement de santé ou professionnel en disant mon truc il est super bien, vous pouvez le croire sur parole, et même s'il fait des âneries ou dit des âneries, tout va très bien, ça va passer tout droit. Et donc, on pense qu'il y a un vrai problème, là, quelque part, parce qu'il y a tout ce pan-là. Et pourquoi il y a un problème ? Parce que les professionnels de santé, à les entendre, commencent à voir arriver des choses et ne savent plus quoi choisir. Pourquoi celui-là et pourquoi pas celui-là ? Lequel est le meilleur ? Comment ? Etc. Donc, du coup, faut-il une évaluation ou non ? C'est une vraie question, sachant bien évidemment qu'il faut un total respect du marquage CE et que donc une décision de la Cour européenne de justice a été très claire en 2007, suivie par le Conseil d'État en 2018. Quelque chose qui est marqué CE a une libre circulation au niveau de l'Europe, c'est un droit. En revanche, un État membre peut, dans certaines circonstances, soit de manière facultative, c'est ce qui se passe pour les logiciels d'aide à la dispensation et d'aide à la prescription pour les médecins et les pharmaciens, soit de manière facultative, avoir une certification, une évaluation, soit pour le remboursement, c'est l'objet des dispositifs médicaux que nous voyons à la CNEDIMS ou les médicaments à l'ACT. Voilà, donc du coup, on se pose vraiment cette question-là, parce que quand vous voyez au niveau des brevets européens, système de dépôt des brevets européens, que pratiquement la moitié qui sont concernés actuellement sont dans le domaine santé et avec de l'IA, vous voyez bien que ça va nous arriver très rapidement et que donc à un moment donné, cette question va devenir absolument cruciale. Donc voilà, donc c'est plus large que le sujet qu'on avait travaillé aux ateliers de Gien, mais c'est un vrai sujet. Voilà, donc pour revenir sur le sujet central, beaucoup d'humilité, parce que les choses vont évoluer, donc on est vraiment dans cet esprit-là. Beaucoup de surprises, parce que finalement, il n'y avait pas grand-chose qui existait à l'étranger. Beaucoup de remerciements pour tous ceux qui ont contribué à ces travaux. Et écoutez, on va continuer, non pas à apprendre en marchant, mais quand même, quelque part, il y a quand même de tout ça. Je vous remercie.